Et salut à toi, première vidéo, premier chapitre, premier volet de ma série Les 7 fondamentaux du coaching. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui touche à l'analyse de la demande. Alors pourquoi François Deslivré, qui a écrit le livre Le métier de coach, livre que je recommande à toutes les personnes qui pratiquent le coaching ou qui s'y intéressent, pourquoi a-t-il mis comme premier fondamental l'analyse de la demande? Eh bien parce que c'est un thème primordial lorsque l'on commence un coaching. Au fond, si le client savait exactement pourquoi il vient nous voir, environ 90% du coaching serait fait. Une grande partie du travail va permettre de rendre plus claire la situation que nous amène le coaché. Et surtout préparer le terrain pour le contrat que l'on va mettre en place pour le coaching. Car parfois il y a des attentes qui sont irréalistes chez le client. Et spécifier la demande va aider à mettre le doigt dessus et en discuter directement avec lui. François Deslivré nous parle aussi à ce moment-là du livre des méconnaissances. Les méconnaissances, c'est une grille de lecture de l'analyse transactionnelle qui vont permettre de faire prendre conscience d'un problème à différents niveaux, différents stades. Voilà l'exemple qu'il utilise dans son livre. Et donc, ce qui est... T'as vu que le robinet de la cuisine fuit? Le robinet de la cuisine fuit? Oui. Mais non, c'est pas possible. Bah viens voir. Ah ouais, bah ouais, t'avais raison, il fuit, putain, ouais. Bon. Et donc, je pense ce qu'il faut retenir... Tu sais que ça nous coûte cher en eau cette fuite. Hein. Quoi, la fuite du robinet? Bah non. Quoi, ça coûte cher? Bah regarde la dernière facture. Ah ouais. Oh putain. Mais bon, tu veux que j'y fasse quoi? Tiens. Deuxième point. Axel, Quoi? pour la fuite, tu sais que tu peux soit appeler un plombier, soit acheter le matériel et la réparer toi-même. Ouais, mais appeler un plombier, là j'ai pas d'argent. Et puis le faire moi-même, bah j'ai pas le temps. Donc aucune des deux options c'est faisable. Désolé. Alors, comme je disais, ce qui est... Et dernier point, un des plus importants. Axel, je t'ai acheté un joint, je t'ai sorti la camélette, voilà, un tuto sur YouTube, comment changer un joint. Regarde-le et essaye s'il te plaît. Bon. Ah bah tu vois, t'as réussi. Ouais, c'est vrai, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Merci. Et donc, je disais... Eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette séquence? La très gentille femme de ce jeune homme lui a levé ses méconnaissances une par une. D'abord, il méconnaissait la fuite en question, jusqu'à qu'il aille la voir. Ensuite, c'était le problème, le fait que cette fuite, ça va lui coûter de l'argent. Il méconnaissait ce problème, jusqu'à qu'il voie la facture, comme quoi oui, ça va lui coûter beaucoup d'argent cette fuite. Ensuite, c'était les options qu'il méconnaissait, donc les deux options qu'il avait, appeler un plombier ou le faire soi-même. Pour lui, aucune des deux était faisable. Et à la fin, la mise en place d'une de ces deux options pour enfin résoudre le problème de fuite. Ah, c'est beau l'analyse transactionnelle. Et donc le coach, c'est ce qu'il va essayer de faire petit à petit, mais toujours en respectant l'ordre des méconnaissances. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il a une fuite chez lui, ça sert à rien d'arriver avec un joint, un marteau et lui dire va réparer la fuite. Ça va beaucoup trop vite. Pour lui, il n'a même pas pris conscience qu'il y avait une fuite, qu'il y avait un problème, qu'il y avait des options, puis qu'il y avait une possibilité d'utiliser une de ces options. Bien entendu, ce processus de levée de méconnaissance pourra se faire tout au long du coaching et pas que dans l'analyse de la demande. Mais cette grille de lecture est très puissante et ceci peut débloquer des choses très rapidement. François Deslivré nous parle également dans son livre d'une autre méthode qu'il a appris lui-même par Vincent Landart, qui est lui aussi coach, écrivain, conférencier et qui vient également du monde de l'analyse transactionnelle. La méthode, c'est le RPBD. R pour réel, P pour problème, B pour besoin et D pour demande. Donc le réel va consister à prendre des informations sur le client. Des choses relativement concrètes et objectives pour essayer de comprendre dans quel contexte il évolue. En gros, de quoi s'agit-il? Où travaillez-vous? Quel est votre patron? Combien vous êtes quand vous faites des réunions? Ceci va permettre au coach d'avancer sur deux points. La première, c'est d'avoir assez d'éléments pour comprendre la situation, tout en gardant en tête que ces éléments, même s'ils sont relativement objectifs, ils sont de toute façon biaisés par le cadre de référence du client. Et deux, d'avoir des informations sur comment fonctionne le client, sur son profil psychologique et même parfois déjà sur la problématique. Est-ce que le client utilise des mots généraux? Tout le monde, tout le temps, jamais, toujours. Ces généralisations vont permettre de modifier sa réalité pour la faire concorder avec son propre cadre de référence.
mais ce sujet-là, on le verra dans la vidéo consacrée au cadre de référence. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce questionnement du réel va aider le coach à comprendre la situation et comprendre comment fonctionne le coaché. Il pourra même en tirer des conclusions sur le processus qui est en train de se jouer entre le coach et le coaché, mais ça pareil, on verra dans la vidéo consacrée au processus. Alors après le R du réel, il vient quelle lettre? Est-ce que tu t'en souviens? Allez, 3 secondes. Le P comme problème. Il y a la question classique du coach et si un jour vous vous réveillez et que votre problème aurait disparu, à quoi est-ce que vous le verriez? Je dois avouer que je trouvais cette question un petit peu bateau au début, mais en fait elle a une utilité qui est fondamentale. Elle permet de ne plus mélanger problème et situation problématique. Il faut que le client distingue deux choses, le contexte problématique qui ne le satisfait pas et la situation souhaitée. Et François Délivré fait ressortir quelque chose de très intéressant. C'est que le problème, au final, c'est l'écart entre la situation problématique et la situation souhaitée. Lorsque la situation souhaitée, ça c'est dur à dire, situation souhaitée. Lorsque la situation souhaitée est identifiée, la moitié du chemin est fait. Mais c'est parfois très dur de savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a des personnes qui vont se complaire dans cet état de mal-être, dans cet état qui ne les convient pas vraiment et elles n'auront pas vraiment envie de changer au fond. Et pour elles, pour ce genre de personnes, identifier la situation souhaitée sera quelque chose de vraiment primordial. Donc demander à son client régulièrement comment ce serait si le coaching était fini et réussi va le faire se projeter dans cette situation souhaitée et l'aider à garder le cap sur l'objectif final. Alors, après le R de réel, le P de problème, qu'est-ce que c'est la troisième lettre? Le B de besoin. Et oui, les besoins. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la pyramide de Maslow, mais des besoins fondamentaux, on en a peu. On a les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et de réalisation de soi. Car lorsqu'un client va vous dire qu'il a besoin de monter de hiérarchie pour avoir plus de pouvoir dans son travail, il y a derrière ça sûrement un besoin de sécurité. Lorsqu'elle vous dit qu'elle aimerait aussi être invitée à ses réunions, il y a peut-être aussi un besoin d'appartenance qui n'est pas satisfait. Donc la première chose à faire est de découvrir avec le client, avec l'aide du client, quels sont ses besoins archaïques peut-être non satisfaits. Ensuite, il faut distinguer deux choses. C'est qu'il y a les enjeux du coaching, donc ce qu'il vient chercher pour lui-même, et les besoins de séance, ce qu'il vient chercher auprès de son coach. Imaginons une situation qu'un client amène à son coach car il a un entretien de recadrage à faire passer à un collaborateur. Il aimerait que sa posture dans cet entretien soit ferme et claire, mais il n'a pas envie non plus de casser la motivation de son collaborateur. Du coup, le besoin professionnel du client, ça sera réussir à faire un entretien de recadrage équilibré. Et le besoin du manager, s'il est traité dans ce coaching, ce serait peut-être de faire la différence entre une communication d'un parent normatif critique et un parent normatif positif. Différencier ces deux enjeux est quelque chose de très important. L'enjeu du coaching est de la responsabilité du client de travailler dessus. En l'occurrence, intervenir avec son parent normatif positif plutôt que son parent normatif critique. Ce n'est pas de la responsabilité du coach. Par contre, le besoin professionnel dans notre situation, donc apprendre à mener un entretien de recadrage de manière positive, sera de la responsabilité du coach car ce sera sûrement un objectif qui a été mis dans le contrat. François Délivré a sorti toute une liste d'enjeux de clients et en parallèle une théorie qui pourrait être adaptée à la situation. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais si tu fais du coaching, ce livre peut vraiment être utile. Et pour finir, le D, allez, 2 secondes comme les autres, la demande. Alors je vous ai bien écouté, je vous remercie. Maintenant je vais vous poser cette question. Vous attendez quoi de moi? En règle générale, il est assez rare qu'un client puisse expliquer sa réalité, son problème de manière relativement claire, mais il est encore plus rare qu'un client puisse identifier son besoin et poser une demande claire et précise à son coach. Car le jour où un client vous répond « écoutez, j'ai vraiment besoin d'exprimer mon désarroi et ma colère envers vous pour la prochaine heure, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fonctionne ainsi ?» Ce client-là, il n'aura pas forcément besoin d'un coaching très longtemps. Donc voici quelques besoins typiques que l'on pourra retrouver lors de séances de coaching. Être questionné, être stimulé par le coach et par ses questions. Être écouté et compris par le coach. Être reconnu professionnellement. Entendre la façon dont un tiers, le coach en l'occurrence, voit le problème. Avoir un avis du coach sur les options envisageables.
exprimer ses émotions devant le coach, apprendre du coach des méthodes ou des concepts, etc., etc., etc. À cette étape, le coach doit lire entre les lignes et émettre une hypothèse sur le besoin du client et passer directement à l'étape de la demande, en faisant part de son hypothèse ou non au client. Ça dépendra plutôt du contexte. Donc au final, faut-il répondre à tous les besoins du client? François Delivray nous fait distinguer quels sont les besoins qui seraient utiles de satisfaire et quels sont ceux qui iraient à l'encontre de la recherche de l'autonomie du client. Les premiers sont en général liés à ce que vit le client dans le présent, ce qu'il vit dans cette situation-là. Ce sont des besoins qui feraient sens de satisfaire pour mener au mieux ce processus de coaching. Par contre, les seconds correspondent à des vieux besoins des clients, des besoins qui n'auraient pas été satisfaits durant son enfance. Et le client va tenter de les satisfaire une énième fois. Avec qui? Avec le coach. François Delivray a une position assez intéressante sur le sujet. Il interviendra suivant le contexte, suivant le moment du coaching. De manière générale, en début de coaching, il est plutôt conseillé d'aller quand même dans le sens du client pour poser une alliance forte. Et par la suite, si le moment est opportun, de le confronter, au risque de le frustrer en ne répondant pas à son besoin, mais toujours dans le but de l'aider à tendre vers une démarche autonome. Et pour finir, le triangle dramatique de Karpman est un super outil pour savoir s'il faut répondre ou non à une demande. Le client va en général arriver dans une position psychologique de victime. Je n'y arrive pas. Nombre de coachs et de professionnels auraient la tentation de voler à leur secours. Regardez comment il faut faire. Donc en prenant une position de sauveur. Mais le problème, c'est que si le conseil ne marche pas, eh bien le coaché se dira « Ouais mais ce coach, il est nul, il ne me sert à rien ». Et il passera en position de persécuteur. Ou alors, il se dira « Même le conseil du coach n'a pas marché, je savais de toute façon, personne ne peut rien pour moi ». Et il restera dans sa position de victime. Donc utiliser cet outil du triangle de Karpman peut aider à débloquer certaines situations, débloquer certaines décisions à prendre pour le coach. On arrive au bout de ce premier fondamental. Bien entendu, dans cette vidéo, je te parle des méthodes qu'utilise François Delivray, de quelques méthodes que j'utilise aussi. Je me suis beaucoup inspiré de François Delivray dans ma pratique de coaching. Mais il y a aussi d'autres méthodes pour analyser la demande. Là, je te montre qu'un petit aperçu de ce qui peut se faire, mais il y a aussi plein d'autres méthodes. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je te donne rendez-vous soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour le deuxième fondamental et on va s'attaquer au contrat. D'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à tout bientôt. Bye bye!